Salut, on est au Pop Meuf Festival, au pavillon des Canaux. On va parler du nouveau livre de Fania Noël qui s'appelle « Et maintenant le pouvoir », un horizon politique afroféministe. C'est parti. L'histoire de migration de ma famille, je suis née en Haïti, dans le nord d'Haïti, en 1987 et moi je suis arrivée en France en 1991, fin 90-91, donc avant d'avoir 3 ans. Donc l'histoire de migration, ce qui m'a été raconté, comme je remplissais beaucoup des documents de la préfecture, de la CAF, etc., donc je savais, c'est que mon père a commencé à venir en France avant, à faire des allers-retours, et à un moment, on a bénéficié du regroupement familial, vu que j'étais son premier enfant et que j'étais en Haïti. Donc c'est comme ça, en fait ça n'a jamais été raconté tel quel, mais comme tous mes papiers, et quand qu'on va à l'école à partir d'un certain âge, qu'on est en CP, on sait Fania Noël, née à Gonaïves, et c'est là où il faut mettre une parenthèse, le pays, et que moi, je n'avais pas de numéro de département, comme mes frères et sœurs, eux qui sont nés en France, mais j'avais 99, c'est le département quand on n'est pas né sur le territoire français. J'ai commencé par tout le monde, hein, le plus facile et le plus libéral possible, donc en tant que noire qui a grandi en banlieue parisienne, donc le Parti socialiste, hein, c'est ce qu'on nous propose comme le plus allant de soi, MJS, et ensuite ça n'a pas trop fité, je pense que peut-être que c'est grâce à tout l'héritage de la révolution haïtienne, j'ai senti que c'était pas trop la maison politique, donc elle est plus à gauche, et plus à gauche moi c'était les organisations féministes, mais là encore c'était super problématique, je pense qu'il y a eu un moment de radicalisation pendant les grands mouvements de grève étudiante, de radicalisation de la pensée politique, mais ce qui a fait faire le fossé, hein, vraiment comment on dit là, le saut qualitatif, c'est quand, après avoir vraiment fini mes études, après 2012, quand j'ai commencé à discuter et à transformer toutes les discussions que j'avais sur Internet, parce que je faisais partie des premiers mouvements d'afroféministes sur la toile qui traduisaient, on était la première sphère afroféministe avec les premiers blogs, à le mettre en action dans des groupes. D'abord, c'était des groupes Facebook où on discutait, on partageait des textes, où on avait des discussions, mais ensuite dans un vrai collectif et un vrai projet avec la fondation, la création du journal, de la revue sur intersectionnalité ACG. Donc le saut qualitatif en pensée politique s'est fait non pas dans des organisations traditionnelles, mais à la rencontre d'autres personnes comme moi qui cherchaient des réponses qui n'existaient pas encore dans les organisations, qu'elles soient traditionnelles, qu'elles soient féministes, qu'elles soient antiracistes, sur qu'est-ce que c'est d'être en double minorité et de genre et de race, et vouloir faire autre chose et penser aussi la question du capitalisme. Et attends, tu dis traduire, vous traduisiez quoi comme texte? Par exemple, on faisait des petites traditions. Si tu vas sur les anciens blogs de, par exemple, Mrs. Dreadful, Mrs. Roots, The Economist, Money Chronique, on traduisait des chapitres de Bell Hooks, on traduisait des textes de Outlawed, on traduisait des tweets des militantes black féministes américaines. Donc bon, je pense que nos skills étaient vraiment développés, mais on a fait le mieux qu'on a pu. Donc on a fait ce travail de petites mains, de discussion, et c'était les débuts de Twitter. Mais ça veut dire qu'on se prenait des backlash. Mais vous avez vu, là, Twitter, c'est une promenade de santé. Il n'y avait pas tout ce truc qui peut répondre. C'est-à-dire qu'on était, à chaque fois, il y avait quelque chose. Les masculinistes, ils étaient sur notre dos, les FAF étaient sur notre dos, tous les incels, vous savez, les gens de la Ligue du LOL, nous, on les connaissait avant. Ceux qui disaient CJW, Social Justice Warrior, ils ont commencé avec nous. Les doxing, ils envoyaient des emails à nos employeurs. Non, c'était une époque, non mais c'était la loi, c'était le western. Twitter 2016-2010, c'était le western et la loi du plus fort, et on n'était pas les plus forts. Alors, dire qu'on importe des questions des États-Unis,
c'est de ne pas voir comment ça se passe la circulation. Déjà, cette affaire d'esclavage, elle a été importée de l'Europe vers les États-Unis, mais c'est l'expérience. C'est-à-dire que l'histoire coloniale en France a fait que le groupe démographique de Français noirs, c'est-à-dire de Français de France noirs sur le territoire, a une histoire beaucoup plus courte parce qu'elles étaient gérées depuis la métropole et la plupart des sujets coloniaux n'étaient pas en France. Alors qu'aux États-Unis, il y a une histoire d'un groupe qui sont les African Americans qui ont une histoire commune, mais une histoire commune tout en étant inscrits dans l'idéologie de la citoyenneté. C'est-à-dire, on leur dit, vous êtes américain, mais vous êtes noir, donc ils subissent des discriminations. Donc, c'est normal qu'il y ait un détour fait par les États-Unis pour voir comment le droit produit, alors qu'il dit on est tous citoyens, produit des sous-citoyens et en miroir du fait que là on a un démographique depuis une quarantaine d'années assez importante de personnes aussi qui ne sont pas blanches mais qui sont citoyens français. Je parle de vraiment un important démographique et pour voir comment un autre démographique dans une constitution légale qui ressemble un peu, même si c'est un système différent à la France, se sont mobilisés pour dire et pour faire valoir cette situation de discrimination raciale, mais aussi d'autres situations comme être en double minorité. Comment on s'organise quand on doit se défendre contre le racisme systémique, le sexisme systémique, mais le sexisme à l'intérieur des organisations dans lesquelles nous sommes, et la racialisation du genre que produit l'esclavage et que produit la colonisation ne s'arrête pas aux frontières américaines. Donc, toutes ces productions qui ont lieu aux États-Unis parce que de l'histoire commune très longue, mais aussi de l'idéologie de la communauté où ce n'est pas aussi vu comme quelque chose de pas bien comme en France, fait qu'il y a beaucoup plus de production. Donc si le détour est fait par les États-Unis, c'est pas qu'on importe et on copie-colle, on n'importe pas, c'est-à-dire qu'on utilise des choses, si on dit que la négrophobie est globale, on peut utiliser des choses qui se passent aux États-Unis, des pensées qui sont produites aux États-Unis, pour analyser ce qui est fait en France sur des individus qui sont en double minorité, mais aussi des personnes noires en général. Mais on peut aussi utiliser des choses qui sont produites depuis le continent africain, on mobilise aussi Thomas Sankara. Leur libération n'est pas facile. Elles sont aujourd'hui dominées par des hommes eux-mêmes dominés. Donc elles sont doublement dominées. Depuis le Brésil, depuis la Grande-Bretagne, depuis Haïti, depuis plein d'endroits. Et c'est ça, si la négrophobie est globale, les analyses contre la négrophobie, si le sexisme est global, les analyses contre le sexisme peuvent être mobilisées. Et l'autre point où je pense que là, c'est de la mauvaise foi intellectuelle et de l'indigence, c'est que la plupart des groupes qui disent que l'afroféministe mobilise, passe par les États-Unis, importe des États-Unis, lorsque ça vient des mouvements noirs masculinistes, eux, ils trouvent que Malcolm X et Marcus Garvey sont des personnes extraordinaires. Donc, ça dépend pour qui on peut mobiliser. Donc, comme on dit souvent quand les débats sont en mode « Ah, toi, t'es un colonisé », on est toujours le colonisé de quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc je pense qu'il y a de la mauvaise foi intellectuelle, mais il y a des critiques qui sont aussi raisonnables. Les détours ne sont pas obligés d'être toujours faits par les États-Unis. Les détours peuvent être faits par le Brésil, par la Caraïbe, par l'Afrique de l'Ouest, mais aussi par d'autres continents du Pacifique. Donc les détours intellectuels et théoriques peuvent être faits, mais c'est vrai que vu la quantité de production idéologique et théorique qui a été faite par les féminismes noirs dans un contexte de double minorité, parce que c'est extrêmement important, parce que quand on fait des détours vers le Brésil ou l'Afrique, il y a ce rapport nord-sud. Et nous, on doit penser aussi que même si on est discriminé dans la marge du centre. Donc on doit penser aussi notre rapport aux pays africains, notre rapport à la question de la citoyenneté. Et ça, c'est important. Si on emprunte juste des choses qui viennent des pays qui sont dans le sud, ben eux, ils n'ont pas à penser à leur rapport à comment ils ont la citoyenneté d'un pays qui exploite d'autres endroits. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut faire preuve d'un jeu d'équilibrisme, d'un aller-retour. Et les circulations, elles ne sont pas que dans un sens. Hein. Les Américains et les Noirs américains ont fait beaucoup d'emprunts, surtout à Frantz Fanon, qui a permis de régénérer beaucoup d'écoles de pensée, notamment une nouvelle école de pensée qui est très connue, qui se développe maintenant, l'afro-pessimisme. Aimé Césaire aussi a développé beaucoup de... C'est-à-dire que ce n'est pas d'un seul sens. C'est-à-dire le Black Atlantic, ça veut dire quelque chose. Les vagues, elles vont et elles reviennent.
Alors, il y a la grande famille féminisme noir. Dans la famille féminisme noir, vous avez les féminismes noirs qui sortent de la diaspora historique. La diaspora historique, c'est la diaspora issue des mouvements d'esclavagisme, c'est-à-dire les féminismes noirs des États-Unis états-uniens, the black feminism, Africana womanism, qui est un autre type de féminisme noir, et le womanism. Ça, c'est 3 exemples de féminisme noir. Mais vous avez aussi les féminismes noirs du Brésil, d'Amérique latine, de la Colombie, qui sont axés importants. Donc, et après, vous avez les féminismes noirs de pays où les gens sont majoritairement noirs. Donc là, vous avez des féminismes noirs, les féministes haïtiennes, les féministes jamaïcaines, etc. Donc là, il faut séparer ceux qui sont des féministes en double minorité, comme les afro-américaines, les afro-brésiliennes, les noirs de France, etc. Et ceux qui sont pas en minorité raciale, c'est-à-dire les féministes haïtiennes, jamaïcaines. Et ensuite, vous avez l'autre famille des féminismes noirs, ça c'est ceux des continents africains, c'est-à-dire sénégalaises, camerounaises, etc. Donc il y a certaines féministes, elles sont entre les deux, c'est-à-dire les féministes haïtiennes, jamaïcaines, elles sont des féministes qui viennent de la diaspora historique et de pays majoritairement noirs, et après vous avez des catégories comme l'afroféminisme, comme le black feminism, comme le féminisme noir au Brésil, qui sont dans la catégorie diaspora, même si nous en France c'est plus la diaspora géographique, vu que c'est les féministes qui sont issus des personnes de l'immigration. Donc il y a différents courants, et dans ces courants il y a différentes familles poétiques. Il y en a qui sont libéraux, il y en a qui sont révolutionnaires, il y en a qui sont plus cosmétiques que d'autres, et comme tout mouvement politique, il y a des lignes de fracture qui s'effectuent sur des questions. Les questions les plus courantes où les lignes de fracture se font et les oppositions sont la question du capitalisme, du travail du sexe et de la transphobie. Sont là où on voit les lignes de fracture entre les organisations, mais ce n'est pas juste les afroféministes, c'est les courants féministes en général. Les attaques qui sont faites contre l'afroféminisme pour diviser le féminisme majoritaire universaliste, ça c'est les attaques qui sont faites en général en France parce qu'il y a une idée d'universaliste et tout le monde est ensemble, et si vous voulez dites quelque chose, bah, vous n'êtes plus ensemble. Donc ça c'est l'universalisme français qui se retrouve dans les organisations politiques où la question raciale fracture les organisations politiques, et pour ça, bon, bah, on va dire qu'on n'a pas les mêmes intérêts que des personnes de classe moyenne blanche, et on a le droit de ne pas avoir les mêmes intérêts. Donc ça, c'est en termes de mouvement politique. Après, si on est un mouvement, ce que je dis souvent, c'est que l'afroféminisme est un mouvement féministe au sein du mouvement noir. De la part des mouvements noirs, c'est oui, on empêche la réhabilitation d'une dignité, etc. Mais on n'est pas celles qui sont responsables de ça. Hein? Donc pourquoi on devrait être celles qui doivent travailler pour ça? Et qu'est-ce que ça représente, cette réhabilitation? À quoi ça va mener? Et pourquoi c'est un prérequis pour atteindre la libération noire? Pourquoi le prérequis d'atteindre la libération noire, ce serait qu'on ne parle pas du fait qu'on soit oppressé? La place de la femme, c'est la cuisine! Ça veut dire que le modèle de libération noire qu'on nous propose doit être basé sur une copie en parallèle du modèle de la politique sexuelle patriarcale qui est étendue aux sociétés occidentales où ils ont un chef de famille, on va essayer de faire la même chose d'un chef de famille. Mais ce modèle est déjà critiqué de la part des personnes qui font partie de leur groupe. Donc nous, pourquoi on voudra hériter de ça. Donc nous ne sommes pas responsables de faire que les hommes noirs soient chefs de quelque chose, hein, parce que l'idée de la libération, c'est qu'on puisse habiter un commun sans qu'il y ait un besoin de chef, et que surtout ce besoin de chef ne soit pas basé sur des politiques sexuelles d'oppression, de domination et de violence, et que ce que nous on propose, c'est d'accepter qu'on peut partager le pouvoir et le bien-être sans copier-coller un modèle d'organisation de politique familiale et sociétale basé, enfin j'allais dire basé sur quelque chose, mais pas pour être vulgaire, je veux dire un modèle d'organisation politique et familiale qui ne soit pas phallocratique. Là ça fait un peu moins vulgaire que ce que je pensais que j'allais dire. En fait, je pense que déjà, ce que j'essaye de mettre à un point, c'est que le terme politique d'identité, identity politique, c'est un concept qui a une histoire et qu'il ne peut pas être juste braconnisé
utilisé comme une insulte. Donc je rappelle son histoire qui a été créée par une organisation Black Feminist aux États-Unis dans les années 70, à la fin des années 70, le Kumbaya River Collective. Et que ce qui représente, c'est comment les identités qu'on habite informent notre politique, informent la façon dont on peut se mobiliser pour sa libération et que nous sommes les plus responsables et les plus concernés pour faire en sorte que cette lutte avance. Mais cette définition, elle ne veut pas dire que le fait qu'on expérience quelque chose veut dire qu'on a l'expertise. Elle dit qu'on mobilise ça pour acquérir de l'expertise, pour se mobiliser, pour créer des organisations politiques. Donc ça a été braconnisé et ce braconnage a commencé par l'extrême droite qui a attaqué ces groupes et a très vite repris par les groupes de gauche, marxistes, etc. pour aussi circuler dans d'autres groupes antiracistes pour attaquer les personnes de minorités sexuelles, minorités de genre, les femmes qui divisaient la lutte, soit la lutte de classe, soit la lutte antiraciste. Et ma proposition de réhabiliter la politique de l'identité, c'est dire que, il faut faire la différence entre la politique de l'identité et ce que les gens confondent avec le réductionnisme identitaire. Le réductionnisme identitaire, c'est ce que fait le néolibéralisme, dire bon, on a un problème de sexisme, tenez, on va prendre une femme et c'est le problème de sexisme est résolu. Ça s'appelle du réductionnisme identitaire. Ce n'est pas une politique d'identité. Les organisations, lorsqu'on s'organise, par exemple, dans un collectif, quand ACT UP s'est organisé autour des personnes qui avaient le VIH, quand les personnes qui ont le VIH, elles ont porté leur lutte pour les médicaments, c'est une politique de l'identité. C'est-à-dire qu'on utilise son identité et son expérience pour transformer des choses qui nous touchent. Donc c'est important de parler encore de la mauvaise foi et le jusqu'au-boutisme de certains qui essayent de nier l'histoire des concepts, de comment ils sont nés, c'est quoi leur définition, et pour en mettre n'importe quoi. Donc ce qui se passe avec politique d'identité, et on voit que c'est utilisé à gauche dans plein d'organisations, que ce soit des organisations antiracistes, décoloniales, etc., pour un peu mettre l'anathème sur des personnes avec qui on n'est pas d'accord, c'est la même façon qu'on utilise le wokisme, indigéniste, islamo-gauchiste, là maintenant c'est intersectionnel, c'est ça, on prend des termes et ça veut tout dire ou ça veut rien dire. Donc quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on dit « Oh, tu fais la politique d'identité », on ne sait pas si c'est parce que cette personne utilise des trucs néolibéraux pour faire la diversité ou du néolibéralisme, on ne sait pas si c'est parce qu'elle porte des politiques fémo-nationalistes ou homo-nationalistes, c'est-à-dire l'utilisation des droits des femmes pour une visée impérialiste, on ne sait pas si c'est juste parce qu'on n'est pas d'accord avec la personne. Donc c'est un mot qui peut dire une chose et 1 million de choses, et il faut toujours se méfier lorsque des anathèmes sont mis dehors comme ça pour dire tout et son contraire. Oui. Oui, dans le livre, je fais une analyse de la série The Handmaid's Tale, La Servante écarlate, qui est présentée comme la série la plus féministe, la plus extraordinaire, etc. Alors que moi, je ne trouve pas, et je pense qu'il y a cette idée post-raciale dans la série qui ne dit pas son nom, qui est implicite, alors que de manière très continue, il y a plein de stéréotypes raciaux et surtout sur la racialisation du genre qui sont mobilisés dans cette série. Par exemple, l'héroïne principale dans l'adaptation de la série, c'est différent dans le film. On est dans une théocratie, et la théocratie, il n'y a pas de racisme, elle est diversifiée. Ce n'est pas possible vu l'histoire des États-Unis. L'héroïne principale, pour qu'on ait l'air de bien comprendre qu'elle est une vraie héroïne féministe et qu'elle n'est pas raciste, jamais elle a un discours sur le racisme, jamais elle a un discours sur la question raciale. On lui flanque un mari noir, un enfant métis, une meilleure amie noire et lesbienne. C'est-à-dire qu'il y a des implicites raciaux sur le fait que, en fait, de la même façon que Nadine Morano a une amie noire plus noire que moi, que ça, c'est une preuve qu'on n'est pas raciste, que d'avoir des enfants qui ne sont pas blancs, qu'on est blanc, c'est une preuve qu'on n'est pas raciste, c'est une preuve qu'on n'est pas raciste et qu'on n'a pas besoin de déployer une politique antiraciste, on n'a pas besoin d'expliciter une politique antiraciste. Donc ils nous présentent, regardez, on a une féministe, oui, on sait qu'elle est blanche, mais vous assurez-vous, elle n'est pas raciste, regardez, elle n'a pas besoin de le dire, c'est dans sa proximité. Donc il y a plein de choses comme ça
là qui sont importants de dire et qu'on ne peut pas laisser passer les implicites du post-racial qui sont très ancrés en fait dans une vision tout à fait racialiste. Alors, le post-racial, enfin, comme elle nous en est, le post-racial, c'est qu'on aurait dépassé la question de la race. C'est-à-dire qu'on aurait dépassé la question de la race, les couleurs, c'est pas important, tout le monde peut avoir ses goûts, on n'en est plus là, etc. Alors qu'en vrai, le post-racial, ce que ça cache, ça veut dire, il y a un concept d'un chercheur qui s'appelle le colorblind racism, ça veut dire que, en fait, le post-racial, ça veut juste dire qu'on ne parle pas de racisme, on parle juste de petits accros, donc on n'est plus obligé, il n'y a personne qui va rentrer et qui dire « je ne t'aime pas parce que tu es noir », donc on est dans un post-racial parce que je peux être dans un même espace avec plein de gens, je peux marier une personne blanche et il y a plein de couples et d'enfants métis, etc. Donc cette idée post-raciale s'inscrit dans un univers racialiste parce qu'elle est vraiment sur le fait de le mélange comme dilution. Mais la question est de dire qu'est-ce qu'il faut diluer ? Et est-ce qu'on va diluer tout le monde ? Et ceux qui ne sont pas dilués, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez... C'est-à-dire qu'on n'aura pas créé l'humain nouveau. Alors que quelque chose qui serait vraiment post-racial, et pas post-racial dans le sens la race des hommes, mais post-racisme, on va dire, ce serait dire que on n'a pas que le remède au vivre ensemble, c'est pas juste bon quand on ne pourra plus faire de différence, mais c'est de dire qu'on pourrait habiter avec ces différences et que ces différences ne soient pas liées avec les positions, les places et le traitement qu'on ait défini de sa naissance jusqu'à sa mort et que tout le monde essaye d'avoir de la proximité avec la blanchité. La proximité avec la blanchité, ça peut être symbolique dans l'ascension sociale, mais ça peut être aussi très très matériel, c'est-à-dire avec qui sont ses amis, avec qui on se marie, à qui on fait des enfants, etc. La réussite de l'intégration à la française, ce serait donc de devenir une minorité silencieuse. Donc, que le fait de sortir du stigma du racisme, la seule option qu'on nous laisse, c'est en fait essayer d'avoir de la proximité, d'être le plus proche possible, c'est-à-dire en termes symboliques, mais aussi en termes matériels, dans la façon dont vous comportez, où vous vivez, c'est quoi votre travail et comment vous pouvez vous extraire de la masse des gens qui vous ressemblent. Ben, merci beaucoup, Fania. De rien, c'était un plaisir. Pour poursuivre la réflexion, je vous conseille de lire « Et maintenant le pouvoir, un horizon politique afroféministe » de Fania Noël, paru aux éditions Cambourakis. C'est à peine 130 pages, ça se lit hyper facilement et c'est passionnant. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, à partager cette vidéo. Et si vous voulez nous soutenir, le lien de notre Patreon est dans la description. À bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!